qui est très simple au regard des contraintes qui sont de tout ordre, des contraintes d'ordre des ressources humaines, des contraintes d'ordre matériel, mais aujourd'hui, l'on peut considérer que nous avons avancé d'un pas dans la structuration même de la communication gouvernementale. Donc voilà rapidement le petit excursus que je voulais vous proposer sur la communication gouvernementale, en restant à l'écoute, parce qu'on m'a demandé de laisser la place au débat, en restant à l'écoute de vos questions. Merci. Merci, Monsieur le ministre, pour la présentation. Et j'apprécie à sa juste valeur le travail que vous avez fait. Mais au début de votre exercice, j'ai eu un petit souci avec la numérotation des rubriques que vous présentez. Et quand on commence, je vois 1, ainsi de suite. Je vois qu'il y a des titres, et en dessous de ces titres, on peut avoir des petites numérotations. Mais je vois, on aligne de 1 jusqu'à la fin. Je vois que, pour ma part, ça m'a posé une petite perturbation de compréhension, mais on commence à s'habituer. Merci. Je m'appelle Moukom Nimani. Je voudrais tout d'abord remercier le ministre pour la finesse des propos qu'il nous a donnés. Ma question, il a relevé au début de ses propos les difficultés qu'ils ont à porter l'information aux confins du Togo. Je voudrais voir quelles sont les techniques, puisque nous avons plusieurs langues, quelles sont les techniques qu'ils utilisent pour porter l'information jusqu'au fond du Togo, dans les villages qui ne comprennent pas facilement le français. C'est ma question. En fait, ma préoccupation fait suite au précédent intervenant en ce qui concerne la langue nationale. Parce que ce concept, on n'a pas la meilleure compréhension de ce que nous appelons la langue nationale, parce que quand vous voyez les autres pays, la langue nationale est enseignée à tout le monde, et quand les citoyens d'un pays se retrouvent quelque part, ils se reconnaissent autour de cette langue nationale. Mais qu'en est-il au Togo? Entre-temps, on a pu comprendre que le V était enseigné au sud et le Kabia au nord. Mais est-ce que ce n'est pas une source de division? Quand l'homme du nord et l'homme du sud se retrouvent, ils parlent quelle langue? Finalement, deux Togolais qui se retrouvent à l'extérieur s'expriment en français. Même quand on se retire pour échanger, pour se concerter, on finit par parler le français. Ce n'est pas le cas d'autres pays qui ont une langue nationale qui est enseignée, qui est parlée de tous. Est-ce que ce n'est pas déjà l'occasion de réfléchir sur la question que désormais on puisse avoir une langue nationale qui permette à deux Togolais qui se retrouvent quelque part de pouvoir converser sans être entendus, sans être écoutés? Merci beaucoup, monsieur. Je suis Tchabouré Hatim, secrétaire général du ministère de l'eau. Un grand merci aux membres du gouvernement. Merci également au directeur général de l'ENA pour cette opportunité que vous nous donnez pour apprendre encore davantage. Ma question, peut-être s'aligne derrière celle du directeur général de l'ENA, c'est une question d'ordre technique. Monsieur le ministre, dans son exposé, a expliqué que avant que le communiqué ne sorte, ça passe par plusieurs passoires. Mais on se rend compte que juste à la suite, c'est une communication qui vient immédiatement pour éviter des contredits. Je me rends compte qu'à ce niveau, il y a vraiment une finesse. Comment vous arrivez en un temps record à pouvoir faire passer ces communiqués-là, à les distiller à travers ces passoires et nous mettre à disposition la crème à la fin? Question sur les compétences dont on a besoin. Le DGA a évoqué effectivement les compétences de base qui sont essentielles, la synthèse et une certaine rigueur. Une certaine rigueur, c'est-à-dire qu'il faut être économe dans ses mots, il ne faut pas faire de grandes envolées lyriques. Vous avez vu le communiqué, être toujours sobre. Le communiqué du Conseil doit être sobre, donc il faut avoir un style
et une rigueur dans le style. Et ensuite, est-ce qu'il y a d'autres capacités? Alors, je pense que il y a un point essentiel, c'est le fait de répéter l'exercice et de s'inspirer des communiqués pour lesquels on vous a dit « Ah oui, c'est un bon communiqué ». C'est-à-dire que quand vous faites un communiqué que vraiment c'est apprécié par la hiérarchie, essayez de s'inspirer de celui-là pour faire les autres à chaque fois. Vraiment pas besoin d'essayer de réinventer des choses à chaque fois. Vous restez dans votre cadre, vous structurez ça comme ça et peut-être ce que je dis souvent aux équipes qui travaillent sur ces communiqués, c'est de parfois en faire le maximum. C'est comme des exercices à blanc. Il faut s'habituer. C'est comme le tir, il faut le faire régulièrement. Celui qui travaille sur des communiqués du conseil doit en faire le plus possible. Même quand on envoie les dossiers du conseil, que le conseil a annulé, il faut quand même essayer de produire le communiqué pour voir si on tient la structure. Et ensuite, il y a quelque chose qui est lié aussi au fait de pratiquer. On finit par, et ça, monsieur le ministre ne l'a pas dit, mais on finit par développer aussi un certain flair. C'est des choses, je ne sais pas comment. Il faut être vraiment très intuitif, être quelqu'un qui sent les choses, il faut sentir les choses. Il y a l'ambiance de chaque conseil qui n'est pas exactement la même, c'est jamais la même ambiance. Mais ce flair-là, il faut vraiment avoir la capacité à sentir les choses. Donc ça veut dire quoi? En anglais, il y a une expression anglaise qu'on appelle le self-awareness. Awareness, je ne sais pas comment c'est vraiment être hyper sensible à son environnement. Être hyper sensible à son environnement. Et quand vous développez cette hypersensibilité, vous savez comment parler de quel sujet. Il y a des sujets qui sont extrêmement politiques, il y a des sujets qui ne sont pas du tout politiques, ils sont très techniques, mais il faut trouver le moyen en 2 phrases de faire comprendre aux citoyens que c'est ce que le gouvernement a voulu faire pour son bien. Et un mot à la place de l'autre, quand le communiqué part, j'allais dire là-haut pour les validations, on attend toujours les retours avec du stress, comme d'habitude, tous les jours, tous les conseils. on n'est toujours pas détendu parce qu'on se dit, est-ce qu'on a tout bien compris? Est-ce qu'on n'a pas dit un mot de taux? Est-ce qu'on est vraiment dans l'esprit du jour? Parce qu'il y a des conseils où il faut montrer qu'il y avait de l'allure, il y a d'autres où c'est plus sobre parce que la situation, quand on fait un conseil le jour de l'attaque de Beka Kandi, c'est pas la même chose que quand on fait un conseil le jour de la rentrée après les fêtes de fin d'année où l'ambiance est différente. Donc il faut que le texte traduise ça. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui relève du flair. Et pour une anecdote, monsieur le ministre, la dernière fois, on a eu à discuter sur un mot, un adjectif dans le conseil, dans le communiqué. Finalement, on a retenu un adjectif et après, la hiérarchie a réagi sur cet adjectif-là en nous disant que ce n'était pas l'adjectif qu'il fallait mettre, il fallait pas mettre ça. Donc on était un peu gênés parce que nous, vous êtes des SG ici. Donc c'était sur la partie exécution des dépenses d'investissement. Comme vous le savez, dans le communiqué, on a dit que c'était encourageant. Pourquoi on a utilisé ce mot encourageant? Ce n'est pas pour cacher la réalité, mais comme le ministre l'a dit, ce qu'on dit, c'est pour traduire aussi l'ambiance et la réalité. C'est que par rapport au moment où on se trouve dans l'année, par rapport au fait qu'au premier trimestre, on sait qu'on ne consomme pas beaucoup de crédit, c'est dire encourageant, c'est pour motiver les administrations, les ministres à faire encore mieux pour ce qui était. Mais je ne vous cache pas que la hiérarchie a trouvé qu'on n'aurait pas dû encourager les administrations, mais peut-être dire que c'est une performance qui est, j'allais dire, en surveillance, qui doit s'améliorer, qui doit travailler, etc. Donc, c'est des éléments comme ça, mais c'est sur un adjectif, sur un communiqué de 3 pages, c'est sur cet adjectif-là qu'il y a eu le débat. Donc, voilà, c'est pour donner une anecdote. Maintenant, pour répondre à la question sur la numérotation, parce que après le ministre pourra compléter, c'est une question de style, en fait. On a adopté ce style-là
pour faciliter les questions de correction et pour distinguer, pour détacher les idées. Dans la présentation anglo-saxonne, c'est comme ça que ça se passe. Quand on propose un élément de langage ou un discours, on numérote de 1 à partir de la première ligne. La première ligne, c'est protocole, etc. À partir du protocole jusqu'à la fin. Ça permet à un moment donné, si on doit enlever une partie, on sait que c'est le point numéro X, on enlève. Si on parle de tel point, si on doit le modifier, etc., c'est beaucoup plus facile de suivre. Au début, je suis d'accord, ça a perturbé beaucoup. Mais je crois que, bon, comme vous l'avez dit, tout le monde s'est habitué. C'est aussi une petite évolution qu'on a voulu apporter modestement. Merci beaucoup. La sobriété, parce que ça reste un communiqué et qu'il faut rendre compte de ce que 33 ministres, plus le Premier ministre, le Président de la République ont dit dans une salle. Donc, à chaque fois qu'il faut rendre compte, la sensibilité à ce qui a été dit, la sensibilité à l'ambiance, c'est clair, sont des éléments très importants. Tout ce que vous avez dit pourra être retenu contre vous. Donc, si vous ne le dites pas, on ne retiendra pas contre vous. La recherche de cette sobriété est importante. Sur la numérotation, ce que je voudrais rajouter, c'est que nous avons une approche qui est pyramidale. En général, on commence par les projets de loi, ensuite les décrets, après les communications et les divers. Donc, il y a une approche pyramidale de cette sorte-là, par ordre d'importance. Et à chaque fois, il est annoncé le titre de texte et ensuite un petit paragraphe pour expliquer le cœur du texte. L'idée reste véritablement d'être le plus accessible possible. Pour ce qui est des techniques que nous utilisons pour porter l'information au fin fond de nos contrées, je parlais tout à l'heure de la Direction nationale des radios rurales. Elle n'est pas très connue. Mais cette direction fait un travail formidable sur le maillage du territoire, avec des moyens très modestes. On a des radios rurales, on a des radios communautaires, et l'on s'appuie sur ces radios-là pour porter les informations. Pendant la Covid, on a vu le rôle de ces radios. Mais au-delà des radios communautaires, il y a aussi un réseau de ce qu'on appelle les leaders d'opinion. Donc, nous avons un maillage avec les chefs cantons. À partir du moment où vous touchez les chefs cantons, vous pouvez descendre sur les chefs de village qui portent les informations au plus profond de notre pays. Donc là-dessus, on a des relais. Même si, on le dit, il y a matière à améliorer notre maillage du territoire parce que, en termes de couverture télé ou radio, on a encore des zones blanches qui ne sont pas couvertes. Et je peux relier cette question avec la question de la langue. Le ministre des Enseignements primaires et secondaires passera, je pense qu'il sera plutôt à même d'apporter une réponse. L'enseignement des langues est nécessaire, cela est clair. Et nous autres qui avions eu la chance d'apprendre les langues à l'école, on a fait, pour ceux qui ont suivi leur cursus au sud, effectivement, ils ont fait l'EV, et ceux qui ont suivi leur cursus au nord, ils ont fait le cabier. Moi, il me semble même qu'on aurait dû inverser, en faisant le cabier au sud et puis l'EV au nord. Mais dans certains établissements, il y avait même le choix entre l'EV et le cabier. L'enseignement de ces langues nationales est nécessaire. La difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons beaucoup de langues nationales. Et chacun voudrait que ce soit sa langue qui soit, celle à enseigner. Le critère maintenant de choix sera décisif. C'est une discussion qu'il faut ouvrir, qu'on peut ouvrir et voir ensemble ce qu'il nous faut pour avancer. Parce que la tour de Babel, en témoignage, s'ils parlaient la même langue, je crois qu'ils auraient fini la tour. Donc, à l'intérieur du pays, c'est toujours les questions de langue aussi. C'est pour cela qu'on s'appuie sur les leaders d'opinion locaux, les CVD, etc. Pour le communiqué, comme on a déjà un ordre du jour établi, nous avons toujours un draft du communiqué. On a une base de travail. Évidemment, l'ordre du jour n'est pas toujours retenu dans son entièreté au Conseil. Ce qui fait que lorsque le Conseil se termine,
nous n'avons plus qu'à ajuster ce que nous avons comme base avec les éléments de discussion interne et avec finalement ce qui a été retenu comme ordre du jour. Après aussi, il faut saluer là la réactivité de la hiérarchie parce qu'une fois que notre proposition est validée entre nous, on fait remonter et très rapidement la hiérarchie qui adhère à cette nécessité de célérité dans la diffusion de l'information propose son quitus et dès ce moment-là, nous diffusons le communiqué. Pour ce qui est des échanges avec les journalistes, alors ce qu'il faut savoir, c'est que nous recevons les dossiers la veille en général. Bon, évidemment, il peut y avoir des dossiers qui arrivent le jour J. Bon, la veille, on va dire que nous passons une nuit blanche à étudier le dossier, à se l'approprier, parce qu'à la fin du conseil, il y a des discussions avec les journalistes. Donc s'il y a des discussions, il faut être prêt. Et si vous n'avez pas la maîtrise du dossier, il est difficile de pouvoir apporter des réponses aux journalistes. Donc nous faisons comme de bons étudiants, on s'assoit à la maison et puis on bosse jusqu'à tard pour être prêt le lendemain matin pour le conseil. Par contre, je voudrais revenir sur un aspect, l'aspect des compétences. Vous l'avez évoqué de manière générale, mais nous sommes ici avec des étudiants en formation, parce que ces étudiants ou ces élèves seront dans, j'échange souvent avec eux, leur potentiel de maturation sera autour de 2030 environ, puisqu'ils vont finir vers 2023, ils ont 7 ans. 7 ans, ils peuvent intégrer, les meilleurs peuvent déjà intégrer le secrétariat général du gouvernement, la primature, c'est ce que je dirais pour eux. À ce niveau de la formation, quelle orientation auriez-vous donné pour que nous puissions impacter déjà maintenant leur futur? Parce que c'est ça l'enjeu de demain. Quelles compétences nous mettons à la disposition de notre administration dans les années à venir, de manière à ce que l'on est en train de dire soit quelque chose de banal en fait, de simple. C'est ça aussi. Je m'imagine que vous avez appris beaucoup de choses, c'est peut-être l'occasion. En tant qu'enseignant, je crois que vous pouvez nous aider. Sinon, nous aurions vous invité à venir donner quelques heures de cours. Parce que c'est souvent admirable de vous voir présenter. Je comprends mieux comment vous travaillez. Vous travaillez comme un bon étudiant, vous en êtes. Merci. Au titre de la question de M. Godard, du professeur Godard, ce qui concerne les compétences, j'aurais souhaité, je ne l'appelle pas compétence, mais c'est une obligation, mais j'aurais souhaité, puisque nous sommes en face des candidats à l'administration publique, de mettre l'accent sur la discrétion professionnelle. Parce que, tel que vous l'avez dit, les informations qui atterrissent au secrétariat général, c'est du grand. Et donc, de cette information, on sort juste ce qu'il faut communiquer. Maintenant, tous ceux qui sont en contact de cette information sont tenus quand même à l'obligation de la discrétion professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, c'est quand même du grain à moudre par rapport à la discrétion professionnelle dans nos administrations. Pour moi, si vraiment les ministres insistaient là-dessus, puisque nous sommes en face des administrateurs de demain, c'est important quand même qu'on puisse attirer l'attention sur vraiment ce fait. Je réponds au nom de Pindra Samia. Dans votre exposé, vous avez fait cas de l'information gouvernementale et l'information politique. Mais vous n'avez pas trop explicité sur l'information politique et j'aimerais que vous reveniez là-dessus. Aussi, vous avez parlé des médias classiques et des réseaux sociaux. Vous avez dit que vous allez revenir sur les réseaux sociaux aussi. Et parlant des réseaux sociaux, en tant que futur au cadre, quels sont les réseaux sociaux que nous devons privilégier dans la quête de la vraie information? Merci. Je suis Ferdinand Kofi Gani. Je suis le directeur de cabinet de la ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Je voudrais à mon tour féliciter le ministère de la fonction publique et la direction générale de l'ENA pour avoir organisé cette rencontre au profit des élèves,
mais à laquelle les secrétaires généraux, les directeurs de cabinet ont été associés. Ma première préoccupation, c'est par rapport à la dissémination justement de l'information, des communications, des communiqués du gouvernement. C'est vrai qu'au niveau des grandes agglomérations, la capitale, l'accès à l'information est facile. Vous avez dit qu'il y a des réseaux dans lesquels cette information peut être partagée. Mais je voudrais savoir, étant donné que nous sommes dans la communalisation aujourd'hui intégrale du pays, est-ce qu'il y a une façon, est-ce que cette cible, comment est-ce qu'elle est atteinte? Est-ce que l'information est rendue disponible au niveau des communes, des 117 communes? Parce que la désinformation, en réalité, c'est à ce niveau-là qu'ils n'ont pas la possibilité de vérifier. Est-ce qu'il y a une possibilité de mettre disponible les informations au niveau des collectivités territoriales? La seconde préoccupation, je voudrais une fois encore féliciter la direction générale de l'ENA parce que vous avez dû constater déjà après cette première intervention, vous avez dû constater que ceux qui interviennent le plus, ce ne sont pas les élèves, c'est justement nous qui sommes censés être au parfum de ces informations. Mais laissez-moi vous dire, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire général, que ce n'est pas toujours le cas. Et dans ce cadre, auparavant, il y avait des rencontres périodiques entre les cadres, notamment les secrétaires généraux, les directeurs de cabinet, avec le secrétaire général, pour partager ces informations et permettre à tout le monde d'être au même niveau d'information. Mais depuis un certain moment, ce n'est pas le cas. Et ça fait qu'à notre niveau aussi, nous sommes autant désinformés que les étudiants, que les élèves. Donc je voudrais savoir, est-ce que c'est possible de reprendre ces cadres de rencontres et d'échanges? Je voudrais également demander peut-être au directeur général de l'ENA, parce que je suis le président du conseil des ENAC du Togo, que nous appelons le Sénat. C'est vrai, c'est une association qui est un peu ambitieuse, mais pour laquelle nous sommes en train de prendre les dispositions qu'il faut relancer. Je pense que ces genres d'initiatives, je ne sais pas les élèves ici, c'est ceux qui sont en fin de cycle ou c'est l'ensemble des élèves ici en formation. J'aurais proposé que s'il y a possibilité que nous prenions langue avec vous pour organiser de façon récurrente, périodique, ces genres de rencontres avec les étudiants depuis la première année jusqu'à la troisième et la deuxième année. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. Permettez-moi de revenir un tout petit peu. Je suis Traoré Mohamed Bassirou. Je voudrais insister un peu sur la question de ma collègue qui m'a précédé parce que la communication gouvernementale, en quoi elle diffère de la communication politique? Parce que nous savons que l'action gouvernementale est l'expression de la volonté politique du chef de l'État. Et dans ce sens, nous trouvons ça suffisamment difficile de trouver une démarcation nette entre communication gouvernementale et communication politique. En second lieu, je voudrais savoir que la communication gouvernementale n'étant pas l'apanage du seul ministère de la communication, est-ce qu'on peut considérer toute sortie médiatique d'un ministre comme une communication gouvernementale? Sinon, jusqu'à quelle mesure, jusqu'à quel niveau la sortie médiatique d'un ministre peut-elle être considérée, oui ou non, comme une communication gouvernementale? Merci. Merci. Alors, sur les propos du directeur général adjoint, je suis assez d'accord sur l'exigence d'un background de qualité, mais sur ce background-là, peut-être qu'il faut commencer par l'humilité. Pour faire cet exercice-là, il faut être extrêmement humble. Parce que l'humilité vous permet d'écouter, de bien écouter. Ensuite, de retranscrire en vous remettant systématiquement en cause.
il n'y a pas de vérité acquise, il n'y a pas de certitude absolue. À chaque fois, il faut être capable d'entendre ce qui est dit et ce qui revient une fois que l'on soumet le compte rendu à validation. Donc, l'humilité aussi pour pouvoir s'approprier les thématiques qui sont développées. Parce que les différents collègues ministres sont dans leur secteur des spécialistes. Et lorsqu'ils font des propositions, il faut être capable d'écouter ces propositions et de les accepter. Puis il faut travailler. Pour moi, c'est le BABA. Il faut travailler, il faut lire. Nos formations initiales, nos formations de base nous servent aussi de levier. Si vous avez une formation économique, évidemment, sur ces questions-là, vous aurez quelques facilités. Si vous avez une formation juridique, c'est pareil, vous allez avoir des prérequis qui vous permettent de réagir un peu plus vite. Mais le travail, puisque moi je considère qu'à partir du moment où vous avez eu le bac et que vous avez fait une formation universitaire, vous êtes désormais les acteurs de votre propre formation. Moi je le dis, ceux qui me connaissent et qui connaissent mon parcours savent que je ne suis pas issu du domaine de la communication. Et je n'ai pas honte de le dire. Je suis juriste à la base. Mais à partir du moment où l'on arrive à la communication, il faut avoir le recul nécessaire pour aller se former. Parce qu'on a déjà les bases. On a le bac, on a un bac plus 3. On peut maintenant s'auto-former, acheter des bouquins pour les lire et 2 mois, 3 mois, vous verrez, vous aurez les bases. Et l'humilité vous permet d'apprendre au quotidien à côté de vos collaborateurs. En général, nous, quand on arrive, c'est vrai qu'on arrive ministre, mais il y a des directeurs de cabinet qui sont déjà là. Il y a des secrétaires généraux qui sont la mémoire des ministères. Et il faut avoir la capacité de pouvoir écouter et apprendre aux côtés de ceux qui étaient déjà là avant que vous n'arriviez. Pour ce qui est de la discrétion professionnelle, évidemment, c'est la clé. On l'a dit tout à l'heure, nous sommes très sobres dans l'approche. Et vous pouvez même être surpris de constater que tout en étant dans la communication, nous ne communiquons pas de façon excessive. Parce que cela ne sert à rien. Cela ne sert à rien. Il faut pouvoir distinguer entre le bruit et la musique. Donc on s'est compris. La distinction entre l'information gouvernementale et l'information politique. Je vous remercie d'avoir posé la question. Ce distinguo, je l'ai fait exprès. Vous savez, dans l'administration, on a d'abord des individus qui ont des convictions, mais qui se retrouvent sous la bannière de l'administration. Et très régulièrement, ces dernières années, on a eu des mouvements qui permettent à certaines personnes de considérer que, parce qu'elles ne sont pas de telle mouvance, elles ne se feront pas, par exemple, le porte-voix d'une telle action gouvernementale ou d'une telle décision gouvernementale. Il faut faire extrêmement attention. La communication du gouvernement concerne toutes les personnes qui travaillent dans l'administration. Lorsque la communication politique va se mettre en place, il est clair que des acteurs politiques se réclamant d'un parti politique vont communiquer. Regardez bien, lorsque le gouvernement, évidemment aujourd'hui, on a une configuration dont on peut parler. À l'Assemblée nationale, le parti UNIR est majoritaire. Normal, c'est le parti UNIR qui gouverne. Mais lorsque le secrétaire exécutif du parti parle, il parle au nom du parti. Aucun ministre, tout en étant membre du parti, ne parle au nom du parti. Donc il faut extrêmement scinder, il faut être extrêmement fin pour scinder. La confusion qui peut exister entre le gouvernement et le parti, je le disais, c'est vrai que ce n'est pas très simple, puisque c'est le parti majoritaire qui gouverne. Donc évidemment, ceux qui sont au gouvernement sont issus de ce parti-là. Mais au moment où il parle au nom du gouvernement, il parle au nom et pour tout le peuple togolais. Qu'on soit de l'opposition ou de la majorité, les membres du gouvernement sont présents pour tous les citoyens togolais.
Et l'administration, pareillement, est présente pour tous les citoyens togolais. Ce n'est pas parce qu'un citoyen est de l'opposition qu'il ne pourrait pas bénéficier des services de l'administration. Donc, c'est la raison pour laquelle je voulais faire la distinction entre l'information gouvernementale et l'information politique. Pour ce qui est les médias classiques, on les connaît, en parlant, je parle de la télé, je parle de la radio, essentiellement. Les réseaux sociaux, désormais, le gouvernement est présent sur quasiment tous les réseaux sociaux. Telegram, LinkedIn, Facebook, YouTube, on est sur SoundCloud. Parce que la tendance, aujourd'hui, n'est pas une orientation complète vers les réseaux sociaux, mais nous avons conscience que notre population est en majorité jeune. Et si la population est jeune, la responsabilité du gouvernement, c'est d'atteindre cette population-là, c'est de pouvoir parler le même langage que cette population-là. Et pour ce faire, on a ces fils d'information qui sont répartis un peu partout afin que chacun puisse trouver la bonne information le moment venu. Moi, je suis surpris lorsque un journaliste ou même un compatriote me dit « oui, cette information a circulé, mais je ne suis pas au courant ». Aujourd'hui, on ne peut pas nous faire le reproche de ne pas être disponible en termes d'information. Vous prenez la télé, nous communiquons. Vous prenez la radio, nous communiquons. Vous prenez la presse écrite, nous communiquons. Les différents réseaux sociaux, nous communiquons. Donc, sauf à s'être absenté, et même lorsqu'on s'est absenté du territoire, l'information vient vous trouver là où vous êtes, il y a une disponibilité de l'information. Alors, quels réseaux sociaux pour s'informer? Moi, je pense qu'aujourd'hui, pour s'informer, il faut surtout s'armer de bon sens. C'est le premier élément. Il faut s'armer de bon sens et être en capacité d'aller vérifier son information. C'est très important. Et vérifier son information, ce n'est pas très compliqué. Si je lis une information sur un site aujourd'hui et que l'information, grâce à mon bon sens, me paraît un peu tendancieuse, je vérifie sur un autre site ou 2 et 3, où j'interroge autour de moi. Ce matin même, on était en train de discuter, une information qui circulait. J'envoie un message au ministère CG pour lui dire bah, il y a ça qui est tombé, qu'est-ce que tu en penses? Il me dit vérifie ici ou alors donne-moi une minute. Donc, il faut d'abord s'armer de bon sens face à l'information. Il y a des informations invraisemblables que les gens acceptent comme information. À un moment donné, on se dit c'est juste une question de raison. C'est juste une question de raison. Vous prenez une information qui circule sur un site. Il faut vérifier la date, il faut vérifier celui qui l'a signé, il faut vérifier l'origine de l'information, des petites choses. C'est très important pour ne pas être le vecteur d'une mauvaise information ou d'une désinformation. Alors, on reçoit une information, on la redistribue sans avoir pris la peine de vérifier, on se met en danger. On se met en danger. Il y a beaucoup qui pensent que parce qu'on est derrière son téléphone, on est anonyme. Ah bon? Moi, je ne suis pas convaincu. Et l'arsenal législatif, en tout cas pénal de notre pays, est complet sur ce genre de situation. Donc, moi, je vous recommande d'abord d'user de votre bon sens, d'essayer de vérifier à minima les informations, et vous le verrez. Lorsque vous prenez un compte Twitter, aujourd'hui, il y a des comptes qui sont certifiés. Et à partir du moment où le compte est certifié, vous savez que la personne qui est derrière ce compte est la vraie personne et qu'elle peut répondre. Maintenant, si quelqu'un signe un article et que la personne met un nom azéri, venant d'Azerbaïdjan, qui parle du Togo, est-ce qu'un Azéri va mieux parler du Togo que les Togolais? Moi, je mets un doute. Des éléments comme ceux-là peuvent vous permettre de vérifier assez rapidement votre information. Pour les collectivités locales ou les collectivités territoriales, bon, les supports de communication restent les mêmes. Les supports de communication restent les mêmes. L'information gouvernementale au plan national est mise à disposition, sans difficulté. Maintenant, il appartient là aussi aux différents membres des administrations déconcentrées, en ce moment-là, de faire le travail sur leur zone d'activité. Et cela est décisif.
Ces conférences, une parenthèse, sont utiles parce qu'aujourd'hui, au sein de l'administration togolaise, nous sommes à un tournant. Il y a des difficultés que notre administration a héritées des années 90 jusqu'à maintenant et qui sont autant de freins au développement des compétences. Et ces difficultés-là, nous devons les circonscrire à partir de la génération qui est en train d'être formée. On a dit une maturation à 2030, mais on espère avoir des collaborateurs un peu plus tôt pour pouvoir avancer plus vite. Donc, une nécessité que chacun joue son rôle au sein de l'administration dans laquelle la personne est placée. Pour le cas des rencontres, je crois que c'est tombé dans les bonnes oreilles, cela va se faire sans doute. Est-ce que la sortie médiatique d'un ministre est une communication gouvernementale? Le ministre fait partie du gouvernement. Le gouvernement est une équipe. Donc, lorsqu'un ministre prend la parole, il va engager d'abord son ministère sectoriel et par ricochet, il va engager le gouvernement. On ne va pas parler du ministre de façon isolée, il va engager le gouvernement. C'est la raison pour laquelle, d'abord, aujourd'hui, la communication du gouvernement est assez structurée et l'on fait en sorte que les différentes prises de parole puissent se faire dans un cadre, on va dire, je ne vais pas dire sécurisé, mais en tout cas, dans un cadre qui lui permette de s'exprimer de façon sereine. Donc, lorsqu'un ministre prend la parole, il parle au nom du gouvernement parce que même en parlant de son secteur concerne la feuille de route concerne le gouvernement, la feuille de route a été bâtie sur la vision du président de la République. Donc à partir de là, les ministres sont dans l'équipe. Maintenant, sur les rumeurs, est-ce qu'il faut démentir les rumeurs? D'abord, vous avez bien remarqué que le gouvernement n'intervient pas à tout bout de champ sur les rumeurs. À un moment donné, on ne peut pas intervenir sur tout. Parce qu'en faisant comme cela, on dilue la force de l'action. Maintenant, s'il y a lieu de démentir des rumeurs, cela dépend. Si stratégiquement, c'est un ministère sectoriel qui est concerné et que l'on a besoin d'éléments techniques, pour pouvoir démentir la rumeur, en ce moment-là, le ministre sectoriel va prendre la parole dans une démarche coordonnée pour pouvoir démentir la dite rumeur. Maintenant, si l'on considère que ce sont les porte-paroles qui doivent aller au front pour aller démentir la rumeur, là aussi la démarche est coordonnée pour que ce soit les porte-paroles qui puissent démentir la rumeur. Mais sachez que dans la pratique, le gouvernement ne dément pas les rumeurs parce qu'on n'est pas concerné de façon systématique par les dites rumeurs. Merci.